vous allez demander au gouvernement sur les refus d'obtempérer? Au cours des 24 dernières heures, il y a eu 9 policiers qui ont été blessés, d'ailleurs grièvement, avec des refus d'obtempérer. C'est l'autorité de l'État qui est mise en cause. Nous demandons, nous, à ce que le gouvernement fasse passer auprès des procureurs, auprès des parquets, une instruction générale d'extrême sévérité à l'égard de ceux qui se permettent de ne pas obtempérer. Ce n'est pas une option. C'est l'autorité de l'État qui est en cause, ce sont les dernières vigies de la République, c'est l'État qui est respecté dans l'espace public et ceux qui viennent et qui contredisent à ça et qui blessent nos policiers doivent être sévèrement sanctionnés. Et pourquoi, selon vous, il y a cette hausse des refus d'obtempérer, plus de 28 000 faits l'année dernière? Ouais, 28 000 faits en hausse de 11%. Moi, je crois que la sévérité et le fait que finalement on puisse considérer comme une option de ne pas obtempérer et qu'on doit être condamné. On doit être extrêmement sévère et que les peines qui sont encourues sont sévères. Hein. C'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, la confiscation des biens et la suspension automatique du permis de conduire. On doit appliquer cela avec la plus grande sévérité pour être bien sûr que tous les délinquants qui nous regardent, tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui seraient tentés de ne pas obtempérer à un ordre républicain soient certains d'être condamnés. Car pour l'instant, ça ne l'est pas assez le cas? Pour l'instant, à l'évidence, non. Donc il est important que chacun le sache et que les peines encourues soient appliquées. Il faut appliquer la loi. Eh bien, on écoutera ce que vous répondra le gouvernement dans quelques minutes. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre du Tourisme. Après nos agriculteurs, nos artisans, nos entreprises, la montagne française est elle aussi confrontée à une concurrence déloyale venue de l'étranger. Une concurrence qui ne respecte ni nos normes ni nos règles. S'en prendre à la montagne, c'est s'en prendre à l'identité de la France. Mes chers collègues, je veux vous parler de ces monitrices et moniteurs de ski qui sont l'ADN de nos montagnes et de nos vallées. Pour des millions de Français, ils prennent leur part dans ce qu'il y a de plus précieux en nous, les souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, ils sont les victimes de l'arrivée de pseudo-moniteurs venus de l'étranger, sans diplôme ou qui ne respectent pas nos règles fiscales et sociales, ne parlent pas notre langue et mettent en danger les pratiquants quand des opérations de secours sont nécessaires. Avec eux, les professionnels du transport sont aussi menacés par des concurrents qui passent outre la réglementation nationale. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas ici de remettre en cause le principe de concurrence, mais de défendre notre pays, notre montagne et ceux qui la font vivre alors que la saison hivernale bat son plein. Ma question est donc simple. Que comptez-vous faire pour protéger nos intérêts nationaux? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Serge Papin. Béranger Cernon pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, 1994, contrat d'insertion professionnelle. 2006, contrat première embauche. 2026, la même recette éculée. Et toujours la même cible, la jeunesse. 20 ans après le CPE, que la jeunesse et le monde du travail ont fait reculer par la mobilisation, le MEDEF revient aujourd'hui à la charge avec le CDI jeune. Même logique, même violence sociale. Car oui, un contrat qui peut être rompu pendant 3 ans sans motif, c'est tout sauf un CDI. Si un tel projet advenait, ce n'est pas un avenir que vous offrez à notre jeunesse, c'est la condamner à la précarité et à son exploitation. Cette politique est la même que celle de la réforme des retraites, imposée contre la vie du pays, contre les travailleurs, contre les syndicats. Quand il faut faire des efforts, vous pointez les jeunes, les salariés, les retraités. Quand il faut protéger, là, vous déroulez le tapis rouge aux actionnaires, aux grandes fortunes, au patronat. Car pendant que vous exigez toujours plus du monde du travail et de ceux qui font tourner le pays, les chiffres, eux, sont implacables. En France, 53 milliardaires possèdent plus que 32 millions de personnes. Depuis 2017, leur fortune a doublé grâce aux cadeaux fiscaux du macronisme. Le patronat exige et vous exécutez, doigt sur la couture. À l'heure où vous attaquez le 1er mai, unique jour férié et chômé, symbole des luttes, de la dignité et de l'histoire du monde du travail. À l'heure où vous contestez le droit de grève dans les transports, allant même jusqu'à la volonté de réquisition, jamais la lutte des classes n'a été aussi prégnante qu'aujourd'hui. 1er mai,
retraite, droit de grève, code du travail, des acquis sociaux arrachés par la lutte, parfois par le sang. Mais comme le disait Ambroise Croizat, lui aussi ministre du Travail, le patronat ne désarme jamais. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quand votre gouvernement cessera-t-il de désarmer face au patronat et d'en être sa courroie de transmission? Quand cessera-t-il d'attaquer celles et ceux qui ne demandent qu'une chose, vivre dignement de leur travail? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Béranger Cernon, j'ai choisi de vous répondre sur la jeunesse, le premier sujet que vous avez évoqué, et vous dire que je suis bien sûr un fervent défenseur des travailleurs en général et de la jeunesse en particulier. Vous dire aussi qu'il ne faut peut-être pas confondre des propositions formulées dans le cadre du dialogue social autonome directement par le BNF, ça ne cautionne pas, elles ne sont pas cautionnées par le gouvernement. Et les pistes, les propositions qui ont été formulées ne sont absolument pas reprises par le gouvernement. Et d'ailleurs, que ce soit très clair, dans l'agenda du gouvernement, ces propositions n'en font pas partie. La jeunesse, c'est un sujet important, bien évidemment. Vous savez d'ailleurs que nous travaillons pour que la jeunesse puisse rentrer dans le marché du travail plus rapidement. C'est un retour à l'emploi que nous souhaitons faire. On a la même chose pour les seniors aussi. C'est un sujet important sur lequel nous travaillons. Nous avons d'ailleurs réussi, dans le contexte du budget 26, à conserver l'essentiel des ressources visées sur la jeunesse. Je pense à l'apprentissage, je pense aux contrats d'engagement pour les jeunes qui sont déployés par France Travail ou dans les missions locales. Et je crois qu'on peut dire que ce gouvernement met les moyens, met tout ce qu'il peut mettre pour effectivement donner un avenir pour nos jeunes. En fait, peut-être pour terminer, vous évoquez aussi le dialogue social. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Vous le savez d'où nous venons, j'allais dire, monsieur le député. Et le dialogue social, nous le mettons en œuvre. Je suis très fier d'avoir réussi à convaincre L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Tiffany Joncourt pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, jeudi soir, sur un trottoir à Lyon, un jeune homme de 23 ans a été lynché par une horde de barbares pour ses seules idées politiques. Samedi, la vie d'un compatriote s'est arrêtée. Malgré sa force d'âme et son courage, Quentin a succombé à ses blessures. Notre Assemblée vient de rendre hommage à Quentin. Nous pensons à sa famille, à ses proches et à toutes les victimes de violences. La France est forte de la fraternité d'un peuple qui refuse ce meurtre politique. S'il appartiendra à la police et à la justice d'identifier les auteurs, de les arrêter, de les juger et de les condamner à la hauteur de l'ignominie de ce crime, il est de notre devoir de faire en sorte qu'on ne meure plus pour ses idées politiques. Il ressort des témoignages que la mouvance Antifa porte une très lourde responsabilité dans ce meurtre. Alerté notamment par Marine Le Pen, le gouvernement avait identifié le risque de l'organisation de la Jeune Garde et décrété sa dissolution. Mais ses membres ont continué à sévir, encouragés jusque dans cet hémicycle où certains ont encore crié récemment « Vive la Jeune Garde » et revêtu leur logo. Si le gouvernement n'est pas responsable des liens entre un parti représenté ici et ses organisations d'extrême gauche, il doit en revanche agir pour préserver la démocratie et les valeurs républicaines. Depuis des années, ces organisations revendiquant l'usage de la violence avec une certaine complaisance politico-médiatique détruisent nos villes lors de manifestations et intimident tous ceux qui ne pensent pas comme eux. La mort de Quentin nous oblige à faire cesser toute complaisance à leur égard.
Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous dissoudre les organisations Antifa? Allez-vous faire poursuivre leurs éventuelles reconstitutions, comme le permet le Code pénal? Et allez-vous enfin suivre les démocraties qui ont classé ces organisations comme terroristes, puisque leurs modes d'action le sont? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. D'abord, évidemment, des mots d'empathie, de compassion pour la famille de Quentin, pour tous ceux qui le connaissent. Et soyez assurés qu'avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est en ce moment, comme vous le savez, en déplacement officiel en Algérie, nous mettons les moyens auprès du procureur de Lyon comme de la police judiciaire lyonnaise pour que les auteurs soient interpellés, présentés devant la justice et, nous l'espérons, condamnés à la hauteur de l'homicide volontaire tel que ça a été qualifié par le procureur de la République de Lyon. Vous posez, Madame, la question des groupuscules qui utilisent la violence physique pour mettre leurs idées en premier et qui tuent, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, non pas de mort lente, comme le disait Brassens, mais physiquement, déplaçant ainsi une démocratie en état de sauvagerie. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai dissous de nombreuses associations d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Et nous devons continuer à les dissoudre, comme l'a fait Bruno Retailleau lorsqu'il l'a proposé, et comme va continuer à le faire, vous le savez, Laurent Nunez. Et oui, vous aurez le gouvernement toujours à vos côtés, et j'espère le Parlement aussi, lorsqu'il faudra mettre fin à des actions et des agissements qui sont contraires à toute la démocratie. Et je pense que, vous l'avez dit également, la brutalisation de la vie politique doit arrêter. Vous l'avez dit, M. Glucksmann l'a dit aussi, je voudrais souligner l'unanimité politique, quasiment l'unanimité politique. Il y a de la brutalisation quand on dit que la police tue alors que 10 à 15 policiers et gendarmes meurent par an. Il y a de la brutalisation lorsqu'on met la tête d'un ministre, en l'occurrence Olivier Dussopt, sur un ballon de football et on se déchaîne sur lui. Il y a de la brutalisation lorsqu'on justifie l'action de la jeune garde et qu'on investit au candidat aux élections législatives son dirigeant, déjà condamné pour violence physique. Jean-Paul Sartre disait que les mots étaient des revolvers chargés, que ceux qui arment... À 60% du pétrole et du gaz importés. Personne ici ne conteste que nous puissions encore décarboner une partie de notre consommation d'énergie en poursuivant l'électrification des usages, les investissements dans notre parc nucléaire et dans nos barrages hydrauliques ou en exploitant la chaleur du sous-sol grâce à la géothermie. Mais il ne faut pas se payer de mots, Monsieur le Premier ministre. Nous n'atteindrons jamais l'illusoire neutralité carbone à horizon 2050, sauf au prix d'un sabotage de l'économie française. Donc face au mur de l'énergie, face au mur énergétique, il n'y a que deux choix possibles. Soit condamner la France à l'indigence ou à la dépendance, soit relancer l'exploration et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans nos outre-mer. Et Monsieur le Premier ministre, nous avons choisi, le groupe Rassemblement national et ses alliés d'Identité et Liberté soutiennent la proposition de loi du sénateur guyanais et membre de votre majorité, Georges Patient, pour mettre au rebut la désastreuse loi Hulot et réautoriser l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en Guyane et dans les territoires ultramarins. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple. Allez-vous soutenir cette proposition de loi d'urgence et de bon sens qui concourt à la souveraineté énergétique de la France? La parole est à Monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, votre rhétorique est assez intéressante. Elle consisterait donc à miser sur l'exploration pétrolière en Guyane. Malheureusement pour vous, au cours du début des années 2000, des explorations ont eu lieu. Et ces explorations ont été menées par de très grandes compagnies pétrolières, y compris des grandes compagnies pétrolières françaises. Ceux-ci ont exploré les fonds sous-marins au large de la Guyane et elles n'ont rien trouvé. Ou elles ont peut-être trouvé, éventuellement en eau très profonde, un gisement dont le contenu est incertain et dont le coût d'exploitation serait démesuré. Donc, miser notre souveraineté énergétique,
sur l'exploration de puits de pétrole qui sont vides me semble être aussi une réponse assez vide. Face à cela, effectivement, le gouvernement a fait un autre choix. D'abord celui de respecter ses engagements internationaux, monsieur le député. Et ça compte, parce que, effectivement, l'accord de Paris qui a été ratifié, y compris par ce Parlement, a pris des engagements. Et celui de ne pas rouvrir l'exploration d'hydrocarbures. Et pour un grand pays, tenir ses engagements, c'est important. Nous ne sommes pas l'Amérique de M. Trump. Et deuxième point, la PPE vise effectivement des services de l'État surmenés et des élus locaux délaissés. Alors que la tempête Nils est à l'origine de dizaines de routes fermées et a privé d'électricité et de téléphone plus de 100 000 Girondins, on ne s'attendait pas à un tel flot de banalités. Votre visite, par ailleurs annoncée 2 heures avant, a suscité l'étonnement, car il aurait été plus approprié de voir un ministre de l'aménagement du territoire ou de la ruralité. A consterné parce que vous avez accusé les députés d'avoir refusé l'augmentation de la taxe Gemapi, alors qu'on sait qu'avec votre 49.3, eh bien, le gouvernement fait ce qu'il veut. A contrarié les élus locaux à qui vous avez illégitimement renvoyé la responsabilité de la situation. Bref, a déçu tout le monde parce qu'il y avait pourtant des choses pertinentes à dire. Et par exemple, voici mes questions. Que pense le gouvernement de l'enfouissement du réseau électrique, du dragage des cours d'eau, des bassins de rétention, des moyens accordés aux pompiers et aux municipalités et surtout du transfert de compétences des digues aux communautés de communes qui placent les maires hors la loi quand ils en sont réduits à les entretenir et à les financer? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monique Barbu, ministre en charge de la transition écologique. Madame la présidente, madame la députée, clairement, hier, je suis allée porter ma compassion à un certain nombre de populations et à la demande du maire de Cadillac. Alors peut-être que cela vous importe peu, mais c'était aussi sa demande. Deuxième chose, j'ai été interrogé sur un certain nombre de questions liées à l'entretien des digues et à la responsabilité qui était celle de l'État et des collectivités locales sur cet entretien. Et en effet, je le rappelle, l'entretien des digues est à la charge des collectivités locales. Mais j'ai aussi dit que l'État prenait sa part des financements qui étaient nécessaires à l'adaptation au changement climatique au travers le fonds Barnier, au travers les PAPI et au travers un certain nombre d'autres actions que nous menons en soutien de ces collectivités locales. Enfin, je tiens à vous dire que pour l'essentiel, ces inondations à répétition que nous les vivons parce que nous vivons le réchauffement climatique et qu'au travers des politiques que nous menons, en particulier en matière d'énergie, nous essayons justement d'amoindrir les effets du réchauffement climatique. C'est pourquoi il nous importe aussi de passer à l'énergie nucléaire et à l'énergie renouvelable pour essayer d'éviter ces catastrophes supplémentaires. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Oui, Madame la ministre, moi hier je ne vous ai pas entendu dire ça, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas vos fiches. Hier on nous a annoncé une ministre, nous avons vu une touriste. Aujourd'hui j'interroge la ministre de la Transition écologique et j'ai une réponse de la ministre du commentaire. Notre quotidien régional Sud-Ouest a été bien inspiré de titrer au sujet de votre venue la visite ministérielle. Jour, Lyon s'est assombri du sang d'un innocent. Quentin s'en est allé à 23 ans seulement. Étudiant, le cœur lourd d'espérance, les yeux rivés vers l'avenir. Un avenir qui lui a été confisqué par une meute aveuglée par la haine et par une idéologie soi-disant antifasciste qui leur permet de semer la terreur partout, d'intimider, de tabasser et désormais de tuer. Quentin n'avait rien d'agressif et pourtant il a été la cible de militants d'extrême gauche. Il n'était coupable de rien et victime de tout. Il y a quelques années, j'ai moi-même été victime de ces militants d'extrême gauche. J'ai vu
cette haine, j'ai connu cet effroi. Et j'ai la chance inouïe d'être devant vous aujourd'hui pour en parler. Quentin, lui, n'a pas eu cette chance. Je ne suis pas ici pour instrumentaliser la douleur face à laquelle les mots semblent si dérisoires. Ce meurtre est un deuil pour ma chère ville de Vienne. Il est un deuil pour sa famille et pour ses proches. Il exige de la décence, de la hauteur de la part de la représentation nationale. Mais le silence de la République serait une seconde mort. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande avec la gravité d'une élue et le cœur meurtri de ma génération. Jusqu'à quand accepterez-vous que des groupuscules soutenus par des élus de gauche et dont les méthodes nous ramènent aux pires heures de notre histoire s'arrogent le droit de vie ou de mort au simple fait d'un désaccord politique? Que comptez-vous faire pour que la France ne laisse plus jamais un tel drame se produire et pour que le prénom de Quentin ne sombre jamais dans l'indifférence? Merci. Comme la maladie de Parkinson, des lymphomes et des cancers. La pollution de l'air, c'est 40 000 personnes aussi qui décèdent prématurément chaque année. Tous ces chiffres, Madame la Ministre, nous les connaissons notamment grâce à une agence indépendante, Santé publique France, qui synthétise l'expertise scientifique et la met à disposition du grand public. Nous pouvons aussi agir sur ces mots grâce à ces campagnes de prévention. Mais c'est cette agence que votre gouvernement, Madame la Ministre, est en train de démanteler. Vous retirez à Santé publique France la gestion des stocks de médicaments stratégiques. Avez-vous oublié qu'en 2018, avant l'épidémie de Covid, l'agence avait alerté le directeur général de la santé sur le manque de masques? Pire, vous décidez de reprendre le contrôle des campagnes de prévention. Et sur ce point, votre volonté de céder au lobby est manifeste, puisque c'est le président Macron lui-même qui avait censuré les campagnes sur l'alcool au moment de la Coupe du Monde du rugby. Pourtant, comme l'expliquent plus de 300 experts de santé publique dans une tribune publiée dimanche dans Le Monde, je les cite, un principe fondamental est aujourd'hui menacé. La distinction entre l'évaluation des risques et leur gestion et entre l'aide à la décision et la décision politique. Et ils poursuivent, trop souvent, la tentation est grande de casser le thermomètre lorsque les données dérangent. Oui, ce démantèlement est une attaque en règle de plus contre les scientifiques. En réalité, vous attaquez les savoirs qui menacent des lobbies que vous protégez, Marlboro, Ricard, Lactalis, Monsanto et tant d'autres. Alors les salariés de Santé publique France manifestent aujourd'hui, Madame la Ministre. Ne participez pas à la trumpisation du monde, ressaisissez-vous, renoncez au démantèlement en cours de Santé publique France. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, toutes nos pensées vont d'abord évidemment à la famille de Quentin, qui a perdu son enfant. Dans notre région, dans notre ville, un fils qui est mort parce qu'il défendait ses idées, victime de la haine et de la barbarie. Ce n'est pas un fait divers. C'est le résultat de la banalisation de la violence politique. Il appartiendra à la justice de condamner, mais il appartient à chacun d'entre nous ici de dénoncer les responsabilités politiques qui ont mené à cette violence. Et cette violence ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle a cautionné Notre-Dame-des-Landes. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la jeune garde ». Cette violence, c'est celle que subissent des étudiants dans nos universités au quotidien. Cette violence, c'est celle qu'a voulu Jean-Luc Mélenchon comme un outil politique, quand il a déclaré qu'il fallait tout conflictualiser, quand il a osé, en s'adressant à des mouvements d'ultra-gauche, ultra-violents, leur dire « Continuez, jeune garde ». Lui qui ose aujourd'hui dire que c'est nous qui sommes agressés. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Non, ce n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui défend la morale de la République. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Et Monsieur le Premier ministre, tout ceci doit cesser. Doit cesser cette soumission dans nos universités à cette idéologie. Doit cesser le laxisme dont bénéficient ces groupuscules d'extrême gauche. Doit cesser l'impunité dont bénéficie la France insoumise dans la République. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les actions que vous êtes déterminé à prendre
pour faire cesser l'ultra-violence de cette ultra-gauche dans la République française? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, madame. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, le tribunal de Moulins attend des moyens. C'était le titre principal à la une de notre presse quotidienne mercredi dernier. Et de fait, le projet de restauration et de restructuration du palais de justice de Moulins semble aujourd'hui au point mort. Cela fait pourtant des années qu'on en parle. Depuis 2019, une réflexion est lancée pour limiter l'éparpillement, améliorer les conditions de travail, la sécurité des lieux, l'accueil du public, la confidentialité et l'accessibilité, ou encore la performance des locaux énergétiques. À titre d'exemple, alors que nous avons célébré les 20 ans de la loi handicap, il n'y a toujours aucun accès à la salle d'assises, comme sur le site historique, pour les personnes à mobilité réduite. À titre d'exemple encore, alors que les questions de sécurité sont de plus en plus aiguës dans nos tribunaux, les escortes sont aujourd'hui obligées d'attendre en dehors, à ciel ouvert. Pourtant, les 3 phases de travaux ont été définies, les plans sont aujourd'hui établis et les cartons quasiment faits pour un projet global évalué à l'origine à 12 millions d'euros. Il ne manque qu'une chose, un signe fort de l'engagement de l'État, alors que des collectivités comme Moulins Communauté ont déjà annoncé leur participation financière. Ces travaux sont indispensables et urgents pour une juridiction qui tourne à plein et qui affiche un bilan 2025 particulièrement positif. Il est indispensable et urgent pour les conditions de travail des personnels judiciaires et pour faire vivre une véritable justice de proximité. Monsieur le ministre, vous l'avez affirmé lors de vos vœux, le ministère de la Justice est le gagnant de l'année budgétaire 2026. Pouvez-vous me confirmer que le projet de restructuration du tribunal de Moulins est toujours une priorité de l'État? Et pouvez-vous me confirmer que des moyens vont rapidement être débloqués pour engager enfin les travaux? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous le confirme, nous attendions une chose importante, un budget. Je sais que vous avez contribué au fait que nous puissions avoir des crédits qui augmentent au ministère de la Justice et que nous ayons un budget pour la Nation dont les crédits ne sont pas encore tout à fait affectés, mais je voulais vous rassurer, puisque à Moulins et à QC, pour parler de votre département, à la fois le déplacement que... La stratégie nationale TND poursuit l'effort sur le repérage et l'accompagnement précoce via les plateformes de coordination. Néanmoins, sur le terrain, ce que j'entends de la part des familles désemparées n'a rien d'abstrait. Depuis début février, j'ai reçu 6 sollicitations pour la même impasse. Des familles orientées, puis perdues dans un labyrinthe. On les renvoie d'un service à l'autre, comme si la détresse devait patienter dans une salle d'attente sans horloge. À l'école, l'accompagnement humain se fragmente. Quelques demi-journées. Une organisation qui dépend de disponibilité plutôt que de besoins. Je parle bien sûr de l'accompagnement des AESH. Aussi, sur mon territoire, il n'y a qu'un seul IME pour 164 communes, dans laquelle les spécialisations ne sont pas assez effectives et où il y a un mélange de pathologies. Dans ma circonscription, Lévis, 7 ans, est atteint d'un autisme non-verbal. Il ne parle pas, mais il comprend tout. Les silences, les soupirs de sa maman, l'inquiétude qui s'installe. Son dossier est complet à la MDPH. Ses besoins sont reconnus et pourtant son nom demeure sur une liste d'attente jusqu'en 2028. En établissement spécialisé, aucune place ne se libère. Pendant ce temps, l'enfance passe et son apprentissage stagne, voire régresse. Pour beaucoup de ces familles, la seule solution est un déménagement en Belgique. Alors, Madame la Ministre, est-il normal en France, en 2026, qu'un enfant comme Lévi demeure sans solution adaptée? Que comptez-vous faire concrètement pour... Intérieur, aux forces de l'ordre, que vous insultez pourtant à longueur d'année, à qui vous reprochez à la police de la République de tuer, et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question, merci pour votre agressivité une fois de plus. Mais la vraie question, au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire.
tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans